Bienvenue sur le podcast traditionnel, le podcast qui tente d'aider les couples à placer le curseur entre vie familiale, vie de couple, équilibre financier et professionnel, mais surtout à rester alignés avec leurs valeurs. L'objectif assumé de ce podcast est de remettre en lumière et au goût du jour le modèle familial traditionnel, accusé d'être à l'origine de tous les maux, alors qu'il devrait nous évoquer avant toute chose l'amour inconditionnel, l'entraide et le partage. Nous avons tous besoin d'une famille. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui comme hier, lorsqu'elle manque ou qu'elle est dysfonctionnelle, pour utiliser un terme à la mode, c'est toujours la blessure mère de toutes les autres. Ces femmes et ces hommes que vous allez entendre au fil de ces épisodes ont choisi de placer la famille au cœur de leur vie comme un ancrage immuable autour duquel s'articule tout le reste. Là où on nous enjoint à ne capitaliser que sur nous-mêmes, à constamment assurer nos arrières, y compris contre notre conjoint, parfois même aux dépens de nos enfants. Le but n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, que vous travaillez ou que vous soyez au foyer, que vous soyez en couple ou célibataire, parents ou non, tout le monde peut se retrouver dans les histoires que vous allez entendre ou nourrir ses propres réflexions. Je m'appelle Alicia, je suis une épouse et une mère comblée, et je vous souhaite la bienvenue sur Traditionnel. Bonjour à tous, avant de démarrer cet épisode, je voulais faire un petit mea culpa technique, puisque au cours de cet épisode, vous entendrez peut-être des bruits comme de coups un peu métalliques. C'est dû à un problème de micro. Donc je ne peux pas les couper au montage, j'ai tout essayé et ce n'est pas possible. Donc j'espère que sur l'autre épisode que j'ai tourné déjà, qui sera l'épisode de dans 15 jours, on ne l'entendra pas. Mais en tout cas, c'est un problème que je vais solutionner juste pour cet épisode et peut-être celui d'après. On les entend un petit peu. Si on a des écouteurs et un casque, ça s'entend plus. Je vous conseille d'écouter cet épisode dans une voiture, sur un téléphone ou un ordinateur. Ce sera plus agréable puisqu'on entendra un peu moins ces bruits-là. Encore une fois, désolée et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Cyril, mari de Lucie, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 5, où nous avons parlé des risques financiers liés au fait d'être mère au foyer. Cyril, bienvenue. On l'a évoqué déjà avec Lucie, tu es le seul revenu du foyer. Avec Lucie, vous avez choisi un mode de vie simple et centré sur la famille et la foi. Et je sais que tu as à cœur d'assurer la sécurité de tous avec bon sens et prévoyance. Dans cet échange, j'aimerais que tu nous partages à la fois le concret de cette organisation, comment tu gères le budget, comment tu anticipes, comment tu protèges ta famille, mais aussi le vécu de l'intérieur. Comment tu conçois ce rôle et comment ta foi t'aide à avoir confiance. Bonjour Cyril. Bonjour Alicia. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis marié, j'ai 5 enfants. L'aîné a 13 ans, 11 ans, 7 ans, 5 ans et 2 ans. Marié depuis 2011. On habite dans l'Ain, dans un village de 3-4 000 habitants. Pour faire une petite mise en situation géographique, on habite dans le centre du village. On est tous les deux issus de familles nombreuses. Voilà dans les grandes lignes. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu votre vie de famille et dans quel cadre vous vivez ? Puisque dans cet épisode-là, on va parler d'argent et en tout cas de gestion de budget. Et tu me le disais, la gestion d'un budget, ça dépend beaucoup de où on vit et beaucoup du contexte. Donc, pose-nous un peu ce contexte, que vous vivez en maison, en appartement, que vos enfants sont dans le public, dans le privé. Alors, on habite dans une maison, on habite au nord de Lyon, on a une petite heure en voiture au nord de Lyon, on est quand même dans un endroit, c'est assez lié aux finances, c'est pour ça que je le précise, on commence à sortir de la pression immobilière de la métropole lyonnaise, en centre-village, ça a son importance aussi, et je travaille, je suis commercial, et ma femme Lucie a arrêté de travailler après la naissance de notre deuxième enfant, elle est infirmière de formation. Et Lucie d'ailleurs racontait dans son épisode que au moment où elle a arrêté de travailler, il y avait aussi toute la question de savoir est-ce que c'est rentable vraiment de travailler quand on est infirmière, quand on a des horaires en décalé. On en a parlé aussi un petit peu avec Marion, ça a joué un peu aussi. Alors ça, effectivement, ça a joué. Ça, c'est quand même une chance. Le fait que Lucie soit infirmière, c'est que ça lui donne une grande liberté à elle et même à toute la famille, puisque elle peut s'arrêter de travailler et reprendre assez facilement. Donc ça, c'est à la fois une souplesse, une liberté et une sécurité, parce qu'actuellement elle travaille pas. C'est une vraie sécurité de savoir qu'elle peut reprendre quand elle veut, si elle a envie, si on en a besoin pour la famille. Elle est toujours rattachée à son hôpital. Aujourd'hui, elle va terminer son congé parental pour la naissance de notre petit dernier, puisque le congé parental c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant, donc il n'a pas encore 3 ans. Elle a toujours son poste à l'hôpital, mais bien évidemment, ça fait plusieurs années qu'elle n'y a pas mis les pieds. Mais voilà. Si vous aviez un
accident de la vie, on va dire. Elle pourrait tout à fait... Alors, non seulement elle a son poste toujours à l'hôpital, mais elle pourrait aussi facilement retrouver un travail ailleurs, plus proche de la maison, puisque depuis la naissance de notre deuxième enfant, on a déménagé et que elle reprendrait pas son poste aujourd'hui. Elle trouverait probablement un travail plus proche de la maison. C'est trop rigolo parce que t'as pas écouté l'épisode de Lucie, mais alors vous êtes hyper raccord. Elle a dit exactement ça. On essaie de discuter un petit peu. Alors, oui, tu disais pourquoi tu penses que ça a son importance aussi d'être en centre-ville par rapport à vos déplacements en voiture, par rapport Alors, quand on va parler de budget, en fait, c'est important parce que... Alors, moi, j'ai grandi à la campagne, mais en campagne plutôt isolée, où on pouvait à peu près rien faire sans son vélo ou sa voiture, pas même acheter son pain. Actuellement, on est en centre-village, et c'est un village dans lequel on a absolument tout, que ce soit les médecins, la pharmacie, et surtout l'école, le collège, le lycée. Ça a un impact particulièrement important sur des données un peu fondamentales que sont le temps et l'argent. C'est-à-dire qu'on gagne énormément de temps et on économise aussi beaucoup d'argent en budget transport. Quand on habite à la campagne, les trajets c'est quelque chose. J'en ai fait beaucoup étant jeune. Alors même si c'est pas moi qui les payais, j'y ai passé pas mal de temps. Et le fait de pas faire ces trajets-là, c'est un gain de temps absolument énorme. Et puis c'est aussi pas mal de petites économies. Vos enfants, ils sont dans le privé ou dans le public ? Ils sont dans le privé. C'est l'école la plus près, c'est un choix de famille. Alors, on les avait mis initialement dans le public, là où on habitait précédemment, parce qu'à l'époque, on parlait de maternelle, primaire, ça se passait bien, on était un peu à la campagne aussi, ça se passait bien, et en déménageant, on habite aujourd'hui dans une maison qui est littéralement accolée à l'école primaire privée, donc on a notre portail, le portail d'à côté, c'est l'école primaire, donc ça... Je pense que c'est un cadeau du bon Dieu, on va dire. Donc en fait, ça s'est fait un peu naturellement. L'école publique du village a aussi bonne presse. On aurait pu les mettre dans le public, sans aucune difficulté. On n'est pas en banlieue avec des problèmes particuliers. Ça peut arriver que des gens mettent leurs enfants dans le privé pour vouloir les protéger de problèmes, que ce soit de l'insécurité, d'absence de professeurs, enfin voilà, ça peut être pas mal de choses différentes. Nous, c'est pas du tout le cas. Mais on a fait le choix de les mettre dans le privé. En plus, il y a pas mal de liens avec la paroisse, avec les associations. Voilà, c'était un peu une évidence de les mettre dans le privé. Et dans la mesure où on avait la possibilité financièrement de le faire, ça s'est fait naturellement. Toi, je l'ai dit, tu cherches toujours à pourvoir avec bon sens, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec les années, avec les choix de famille que vous avez fait, le fait que Lucie arrête de travailler, l'arrivée des enfants, ou est-ce que tu as toujours eu ce tempérament-là ? J'ai pas du tout eu toujours ce tempérament. C'est venu assez tardivement. En fait, pour remonter un petit peu dans le temps, à l'école, j'étais un mauvais élève. J'étais pas du tout un élève qui mettait l'ambiance, mais j'étais un élève peu studieux. J'avais ni la reconnaissance de mes profs, ni de mes parents. Et donc, pour moi, les papiers, le travail, les notes, etc., c'est quelque chose où je me suis dit, je suis pas bon là-dedans. Et en fait, le jour où j'ai voulu fonder une famille, parce que ça, j'en avais vraiment l'envie, et ben en fait ça m'a mis un énorme coup de pression. Et ça je me suis dit, maintenant ça c'est terminé, j'ai plus le droit d'avoir mes cours de SVT mélangés avec mes cours de physique. Ça c'est fini, il va falloir que je mette de l'ordre dans mes affaires. Et donc en fait c'est venu, je dirais, à peu près avec le mariage, la naissance du premier enfant, peut-être même avec le mariage, on s'est assez vite rendu compte avec Lucie qu'on avait des tempéraments très complémentaires, une organisation très complémentaire, on s'épanouissait dans des tâches très très différentes. Et clairement, Lucie, l'administratif, ce n'est pas du tout son truc. Et moi, je savais que je pouvais le faire. Ça m'amusait pas forcément, mais je savais que j'étais capable de le faire très très bien, de le faire très méthodiquement, on va dire, rigoureusement, etc. Et donc je l'ai fait, et je me suis retroussé les manches. Et c'est vrai que je l'ai fait peut-être un peu plus que nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'essaie d'être extrêmement carré dans toute l'organisation administrative de la famille. Donc quand je dis administratif, là je parle pas d'argent, je parle vraiment de organiser, ranger les papiers, les factures, etc. J'essaye vraiment d'être extrêmement organisé. Et cette volonté-là, je pense aussi qu'elle est née un peu d'une phobie de retomber dans des travers que j'avais collégiens. Vraiment collégien. Parce que toi, comment ça se fait que tu avais cette image-là ? Quand je me marie, il faut que je devienne organisée, ou en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne ce pan-là du foyer. Est-ce que toi, tes parents étaient très organisés ? Est-ce que tu avais peur de manquer, en fait, qu'il manque un papier ? Alors, j'ai pas été élevé dans la peur. J'ai jamais manqué de rien pendant mon enfance. J'ai pas une famille avec la peur de manquer. Je pourrais avoir peur que mes enfants vivent l'enfance que j'ai vécue. C'est pas du tout le cas. Au contraire, j'ai jamais manqué de rien.
Mais par contre, j'avais des parents très organisés. Dans le bureau de mon père, il y avait une armoire avec tous les classeurs, le classeur état civil, le classeur scolarité, le classeur etc., qui me faisait peur. Je me disais, un jour, il faudra que j'ai autant de classeurs avec autant de papiers. Et cette armoire me faisait littéralement peur. Et sur le bureau de mon père, il y avait un agenda, c'était un agenda à papier, un grand agenda format A4, sur lequel il faisait les comptes, et il notait les dépenses, etc. Et donc, pour moi, ces choses-là, ça marquait un petit peu la responsabilité, l'organisation du chef de famille. Et c'est vrai que je regardais ça, ça me traumatisait pas non plus, mais je me disais, quand on est père de famille, il faut être organisé, quoi. Et moi, clairement, c'était pas du tout le cas avec mes affaires, mes affaires d'école. Mais c'était vraiment, vraiment pas le cas. Donc, je savais au fond de moi qu'un jour, il faudrait que je m'y colle. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai sombré peut-être un peu dans un excès, parce que clairement, j'estime aujourd'hui que dans mon organisation, je suis excessif. Clairement, je me positionnerai pas du tout comme modèle quand je dis que je suis organisé, mais clairement pas. Et je pense que je suis excessif parce qu'il y a une part de crainte qui me fait avancer, et que c'est pas forcément bon. Je pense qu'après, on va peut-être parler un peu d'abandon, etc. Mais moi, il y a un moteur qui est la crainte qui me fait m'organiser et qui me fait avancer. Donc parfois, ça frise avec la maniaquerie, avec ce genre de choses. Voilà. Concrètement, comment tu t'organises pour suivre tes finances? Tu as un budget mensuel? Est-ce que tu utilises des tableurs Excel, des applications, des enveloppes? Est-ce que tu fais ça chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Comment tu gères le budget de la famille? Alors, j'ai un tableau qui est mon tableau fétiche. Alors, si les gens voyaient mon tableau, ils me prendraient littéralement pour un psychopathe, et je le montre à personne. La seule personne à qui je montre ce tableau, c'est ma femme, qui a bien évidemment accès intégralement, et à ma petite sœur qui est aussi folle que moi, et qui me demandait des conseils, et je lui ai montré comment je m'organisais, et elle fait pareil maintenant. Mais sinon, clairement, c'est un tableau qui est un peu excessif, mais en gros, ce tableau, dans les grandes lignes, il est séparé en différentes parties. Je rentre toutes les dépenses du ménage dans ce tableau. Il y a les dépenses récurrentes. Donc ça va, le crédit pour la maison, facture d'eau, d'électricité, d'énergie, la scolarité, le téléphone, Internet, etc. Donc il y a toutes les dépenses récurrentes. Et après, j'ai fait pas mal de catégories parce que voilà. Mais on va dire, en gros, j'essaye de séparer l'essentiel du secondaire. Puisque ce tableau, pour moi, j'ai commencé à le faire, je peux dire, j'ai commencé à le faire en 2012. 2012, c'est la naissance de mon premier enfant. Et donc, c'est à partir de ce moment que je commence à me dire, maintenant, c'est sérieux. Il faut être responsable. C'est vraiment ça. Maintenant, il faut que je sois responsable. Voilà. Et en tout cas, il faut que je sois adulte, mature, et je joue plus. Et en fait, en faisant ce tableau, je me dis, voilà mes revenus, puisqu'à partir de ce tableau, je vois mes revenus, je vois mes dépenses, et je vois ce que je mets de côté, ou ce qui manque. Et donc à partir de ce tableau, ça me permet de voir ce qui est superficiel et de ce dont je pourrais me priver si demain les temps sont difficiles. Et en fait, ce tableau, je le tiens depuis, maintenant ça va bientôt faire 13-14 ans. Je le tiens un peu toujours dans ce même esprit. Mais pour moi, c'est pas le tableau de la peur, mais c'est le tableau qui me rassure. Puisque ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû préciser, c'est qu'en fait, je suis commercial dans une entreprise familiale, et en fait, mon salaire est presque intégralement variable. Okay. Donc, ça me permet d'assez bien gagner ma vie. T'as pas de partie fixe? En fait, le salaire, il est à peu près lissé, donc on va dire que je me verse un fixe tous les mois, et tous les trimestres, on fait un ajustement. Ok, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ajustement, il peut être à la baisse, si jamais les temps sont difficiles. Donc la boîte, elle est toute petite. Il peut être à la baisse, c'est-à-dire quoi? Tu peux être amené à remettre de l'argent dans l'entreprise familiale? Non, mais on va dire que si je me verse 100 le mois 1, 100 le mois 2, le mois 3, normalement, il faudrait que je me verse 150 ou 200 si j'ai fait plus que 100 le mois 1 et 2. Mais si le mois 3, je peux me verser 50. Voilà, exactement. Okay. Quand je dis à la baisse, c'est-à-dire que je ne vais même pas faire l'équivalent de ce que je me suis versé les mois précédents, qui était, on va dire, qui était l'équivalent d'un fixe. Niveau annuel, mon salaire est complètement variable, en fait. Enfin, tu travailles avec ton frère et ton père, c'est ça? Exactement. Avec deux de mes frères, on va dire, je suis associé avec mon frère aîné qui dirige l'entreprise. Et donc la société est toute petite, c'est pour ça il n'y a pas de quoi payer un fixe ou assurer un fixe à quelqu'un qui ne serait pas capable d'assurer son salaire, on va dire. Ok. Donc le fait que mon salaire soit relativement volatile, on va dire, ça ajoute un petit peu à la fois à la crainte, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait,
mais en même temps aussi à la motivation, parce que ça marche dans les deux sens. S'il est volatile, ça veut dire que si je travaille bien, ça va bien se passer. C'est un message d'espoir aussi pour les gens qui veulent se mettre à leur compte ou qui sont à leur compte et qui se posent aussi la question de est-ce que financièrement c'est tenable, est-ce que, alors bien sûr ça dépend de chaque secteur, mais c'est possible d'être à son compte et d'être le revenu qui fait vivre le foyer. Le fait d'avoir cette instabilité, il faut t'organiser, mais c'est faisable. Alors exactement. Alors moi, donc voilà, j'ai beaucoup de variables, puisque il y a notamment la variable du revenu, qui est pas forcément la même chez chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir un salaire très fixe, avec une prime éventuellement, on va dire, la variable d'ajustement est plus faible. Moi, il peut y avoir des grandes variations, enfin, des variations assez importantes d'une année sur l'autre. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir de la visibilité, ça me rassure, et je me dis, si l'année prochaine n'est pas aussi bonne que cette année, sur quoi il va falloir faire une croix, en gros. Donc et à voilà. Contrario, à combien tu peux pas descendre. Exactement. Tu sais exactement combien il te faut pour assurer l'essentiel, quoi. Exactement. J'ai une assez bonne visibilité aujourd'hui de ce dont j'ai besoin pour faire tourner la famille avec le rythme actuel. Après, on va dire qu'on n'est pas des gros dépensiers, on n'a pas des habitudes, de dépenses, de loisirs qui sont excessives. Donc on est clairement économe. On va plutôt faire des projets une fois qu'on aura économisé de l'argent, faire des travaux dans la maison. C'était plutôt ce qui nous a guidés ces dernières années. Mais si demain les temps sont difficiles, je vais pas devoir changer de mode de vie a priori et arrêter de faire des voyages que je ne fais pas de toute façon. Voilà, c'est pas là, on dépense notre argent aujourd'hui. Voilà. Vos enfants, ils font du sport, de la musique. Alors, tu l'as dit, vous payez l'école. Activités. En dehors de l'école, ils font du sport, du tennis. Ils sont à l'école de musique du village. Ils font du scoutisme. Donc c'est quand même un petit budget. Ouais. Parce que sur une famille de 5 enfants, il y en a 3 qui font du scoutisme, 2 qui font de la musique, 3 qui font du tennis. Bon voilà, c'est surtout que là on est en début d'année, on vient de payer les associations. Ça commence à chiffrer. Voilà, par la nature, on va dire ça, c'est pas mal lié à mon métier. Le fait que mon métier, les revenus soient assez variables. Et aussi, je dois le dire, ça se passe bien. Ces dernières années, c'est très bien passé. J'ai une tendance à être économe. Je suis économe. Ça me permet de voir venir. Et avec mes tableaux, en plus, avec mon tableau, je vois venir. Donc ça me tranquillise un petit peu. Il y a ce côté-là. Donc, oui. En fait, il y a aussi le côté de tu sais combien t'as, tu sais qu'en septembre tu vas devoir payer les scouts, l'école de tennis, voilà. Absolument. Tu sais combien exactement ça va arriver. T'as pas de surprise, exactement. T'as pas la douloureuse. Tout à fait. Avec le tableau, je vois d'une année sur l'autre. Je sais très bien ce qui tombe toujours en septembre. Je sais très bien. Enfin, il y a plein de petits frais annexes dans une famille. On voit les choses arriver, que ce soit les voyages scolaires, que ce soit le ramonage du poêle, que ce soit l'entretien de la chaudière. On a toujours il y a des choses qui reviennent régulièrement. Je les vois arriver et ça m'aide. J'ose le redire. Ça me tranquillise en fait. Je pense pas que ce soit une nécessité pour chacun. Chacun s'organise bien évidemment comme il veut. Pour moi, je refuse catégoriquement de me définir comme un modèle. Regardez comme je suis bien organisé, ça c'est hors de question. Ça dépend du tempérament de chacun et puis en étant un peu plus fouillis, on peut tout à fait arriver à bien faire tourner sa famille, y a aucun problème. Moi, en tout cas, il y a ce côté, j'ai besoin d'être un peu tranquillisé et de voir venir. Ça, c'est lié à la répartition des tâches dans le ménage. Ça m'aide à voir venir sereinement, voilà, à avancer sereinement. Et du coup, tu le remplis au quotidien. Comment ça se passe, lui ? Là, je vais peut-être choquer un petit peu. Parce qu'en fait, je suis le seul à remplir le tableau. Je le remplis assez régulièrement, tous les 2-3 jours. Je mets les dépenses, je pointe sur le compte bancaire, sur l'appli. Je pointe les dépenses, je mets dans le tableau. Et donc, c'est là où je dis que je vais choquer, c'est que j'ai besoin de savoir ce que c'est. Donc, je demande à Lucie, ça, c'est quoi ? Donc, ça peut avoir un côté un peu choquant, mais avec les années, elle a bien compris, je lui demande jamais de compte, je lui demande juste, elle a bien compris que je lui demande pour savoir dans quelle case je le mets. Ok. Ça s'arrête là. Si elle s'est acheté un jean, une veste, un machin, tu veux juste savoir que c'est de l'habillement. Exactement, et puis même souvent, je lui demande pas, quand je vois que c'est une appli de vente de vêtements en ligne, je sais que c'est de l'habillement, je le mets comme ça. Lucie est une fan. Voilà. Donc en fait je lui demande très peu de choses, je vois tout de suite ce que c'est. Bon, c'est souvent sur les chèques, il y a des numéros de chèques, j'ai besoin de savoir c'est le voyage scolaire, c'est ci, c'est ça. Donc ça je vais lui demander ce genre de choses, mais je le remplis, on va dire tous les 2-3 jours et je m'en occupe intégralement, exclusivement. Je fais extrêmement attention à ce que Lucie ait un accès intégral à tout. Donc elle a bien évidemment
l'appli bancaire sur son téléphone, elle a accès au tableau, etc. Mais elle le regarde peu et elle préfère me demander que je lui fasse un petit état des lieux de temps en temps plutôt que de elle se plonger dedans. Donc ça c'est une organisation. Ça peut paraître un peu pas choquant, mais on va dire que ça peut paraître un peu old school. Le fait que moi je gère complètement ces choses-là et que Lucie, qui est mère au foyer, n'y mette pas son nez, mais en fait on a trouvé notre équilibre et surtout notre répartition des tâches. C'est-à-dire que elle, ça l'embête vraiment. Moi j'insiste parfois, j'essaie de l'impliquer pour qu'elle voilà qu'elle prenne part parce qu'elle est pas dépensière, elle prend du plaisir à chiner, à chercher des bonnes affaires. Donc elle participe activement, on va dire, à la bonne organisation, on va dire, aux finances de la famille. En tout cas, elle joue le jeu, mais après, elle va pas forcément se plonger dedans. Oui. Donc mais parce que elle, ça la tranquillise aussi. Elle sait que tu sauras tirer la sonnette d'alarme. Oui, voilà, tout à fait. Si à un moment, c'est un mois un creux. Ou... Exactement. Et elle est très contente que je m'en occupe. Ça la décharge, en fait. Même, elle me dit régulièrement, il faut que tu me branches un peu, il faut que tu m'expliques comment ça marche, parce que si un jour il arrive un malheur et que t'es plus là, comment je vais m'en sortir? Donc c'est vrai que je lui dis où je mets mes codes, etc. J'essaie de l'impliquer, etc. Je suis pas du tout en train de cacher ou de retenir aucune information, c'est pas du tout l'idée. Voilà, de la même manière que moi, quand je cherche certaines affaires, je sais jamais où elles sont rangées parce que c'est elle qui tient la maison. Et ben, pour des papiers, si elle a besoin d'un certificat de scolarité ou d'une attestation de droit de sécu, elle saura jamais où la trouver, elle va me la demander de la même manière. Vraiment, on se complète. Est-ce que tu as des applications? Est-ce qu'il y a des choses, à part ton appli bancaire, qui t'aident? Non, alors j'ai que l'application bancaire. J'ai un tableau Excel à côté. Mais j'utilise pas d'autres outils. Et au niveau du compte bancaire, peut-être... Ça, on est vraiment au plus simple. On a un compte joint, tout passe dessus, une carte bleue chacun, qui bien évidemment est connectée au même compte joint, au même compte bancaire. Après, on a des livrets d'épargne, etc. Mais on est vraiment... alors, là encore, je le dis avec beaucoup de retenue, je me considère pas comme un exemple. Et je pense que chaque famille s'organise bien comme elle peut, comme elle veut, en fonction des nécessités. Voilà, moi je pense que si Lucie avait la carte bleue qui la démangeait, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne des dispositions particulières, qu'on s'organise différemment. Là, on est vraiment tous les deux dans la même optique, donc le fait d'avoir un seul compte joint, ça pose aucune difficulté. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on n'a jamais eu aucun problème. On a non seulement la même envie, la même motivation pour faire des économies, c'est-à-dire qu'on a le même degré de, je sais pas si je peux dire de radidisme, enfin, ou le fait d'être dépensier. Ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y en avoir un qui est très dépensier et l'autre très radin, ou l'inverse. Non, on est à peu près, on est assez ajusté. Ouais. Donc, ça fait que ça se passe bien. Je pense que ce qui nous aide, ce qui nous facilite en tout cas la gestion de cette question-là. Et je sais que tu suis beaucoup aussi votre consommation énergétique, par exemple, sur les applis, non? Alors, c'est vrai. J'ai souvenir de toi. C'est vrai. Alors ça, c'est lié au fait que on a une grande maison. On a une assez grande maison. Avant, on habitait dans une toute petite maison. Et pour avoir grandi dans une grande maison, j'avais en tête que une grande maison, ça coûtait cher. Et c'est vrai qu'en emménageant dans la grande maison, je me suis dit, attention, là, ça va être sérieux. Et donc j'ai tout de suite commencé à m'attacher à cette question-là, qui finalement se passe bien, la maison est bien isolée, mais c'est vrai que je suis de près, mais il y a aussi il y a une part d'intérêt, en fait. Il y a une part d'intérêt, de manière plus générale sur les dépenses du foyer, je dirais que je suis peut-être un peu radin, parce que je suis un peu omnubilé par le fait, je veux pas qu'il y ait de fuite, c'est-à-dire de dépenses inutiles, quand bien même mes revenus me le permettraient, c'est hors de question que j'ai un abonnement qui serve à rien, enfin voilà, je fais attention pour les dépenses énergétiques, je regarde régulièrement les contrats d'énergie, pour le téléphone, etc. Ça, je le suis de relativement près, et on va dire qu'à l'échelle des dépenses du foyer, parfois ça peut paraître un peu dérisoire, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on peut agir. Enfin, moi, je considère que je peux agir, donc voilà, ça m'intéresse et je suis ça. J'allais te demander justement quels sont les leviers sur lesquels tu agis le plus pour équilibrer le budget. Est-ce que c'est dans la renégociation des contrats? Est-ce que c'est, je sais pas moi, échelonner les réparations de la maison, voilà, les achats d'occasion? Est-ce qu'il y a des leviers comme ça qui te permettent un peu de temporiser? Alors, il y en a certains. Déjà, dans mon tableau, j'ai le premier bloc avec les dépenses récurrentes. Celui-ci, je le regarde pas tout le temps, mais
régulièrement, je le parcours. Crédit immobilier, c'est le crédit immobilier. On a eu la chance d'emprunter un taux intéressant, donc je le regarde plus. Mais après, il y a Internet, téléphone, l'eau, le gaz, l'électricité. Il y a plusieurs choses qui sont récurrentes. Et ça, je le regarde régulièrement. Quand je dis régulièrement, on va dire c'est tous les 1 à 2 ans. Et quand je dis que je le regarde, en fait, souvent ça se traduit par un échange avec sur le WhatsApp familial, frère, beau-frère, on est 2-3 à s'intéresser à ces questions-là, et en fait, on partage nos plans. Est-ce que vous êtes toujours chez tel fournisseur? Est-ce que vous êtes toujours comme ça? Pour s'assurer qu'on n'a pas raté un truc. Là, je prends comme exemple le fournisseur d'accès Internet. Ouais. Clairement, il y en a qui sont très nettement moins chers que d'autres, surtout sur les téléphones portables. Moi, le forfait de Lucie coûte 5 euros ou 6 euros, 5 quelque chose. Il y a un fournisseur d'accès, pour moi, qui est clairement moins cher que les autres. Il faut avoir un peu de données, parce que sinon on peut avoir des forfaits à 2 euros, mais on peut plus servir du GPS dans la voiture. Oui. Mais, enfin voilà, c'est pour être un peu au fait, s'assurer que... Oui, puis s'assurer aussi que les gens sont contents, parce que tu peux payer très peu cher. Exactement. Et en fait, si t'as rien... Oui, puis si on habite dans une région où l'opérateur ne couvre pas, enfin voilà, il y a d'autres paramètres, hein. Je dis pas que ce fournisseur-là est le meilleur à tout jamais, mais en tout cas, voilà. Tu penses à qui? Tu penses à Free? Je pense à Red. Red, c'est SFR? Red SFR. Ok. Un Red SFR, je pense que moins de 6 euros avec pas mal suffisamment de gigaoctets pour le quotidien, quoi. Ok. Ce que je veux dire, c'est que les forfaits à 20 euros qu'on trouvait pas chers il y a quelques années, il y a 10 ans, en fait, ils sont super chers, hein. Pour moi, un forfait de téléphone à 20 euros, moi, mon forfait de boulot avec de l'international, je le paye 11 euros, quoi. Donc, juste le fait d'être à jour sur ces choses-là, et un peu plus difficile à suivre, c'est les contrats d'énergie, d'autant plus que là, c'est plus difficile de comparer, chaque bâtiment est différent, et ça, j'aime bien suivre ça de près, parce que là, pour le coup, le chauffage, c'est un poste de dépense important. Ouais, ça c'est intéressant d'y suivre. La santé, par exemple, la mutuelle, c'est compliqué la mutuelle. Enfin, personne ne calcule pareil. Il y en a qui sont sur la base de ce que rembourse la sécurité sociale, il y en a d'autres qui sont en euros, des contrats. Mais là, il y a vraiment moyen de... Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Là où je mettrai un bémol sur tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est que ça prend du temps, en fait, de tout comparer. Et parfois, dans la vie de famille, c'est difficile. Il faut qu'il y en ait un des deux qui trouve le temps de se pencher sur ces questions-là. Et c'est vrai que moi, j'aime bien comprendre vraiment comment ça marche. Quand je m'occupe du gaz, de l'électricité ou de la mutuelle, je veux comprendre comment ça marche et je veux savoir... Oui, il faut il faut y passer un petit peu de temps, voilà. Et moi, savoir comment chacun calcule, comment... moi, je vois, mon mari est agriculteur. Clairement, quand on a commencé à parler de mutuelle, parce qu'on est tous les deux à notre compte, lui, il avait des tarifs très peu chers. Mais en fait, quand on a commencé à regarder, d'accord, mais il y avait rien qui était pris en charge. Donc, c'est-à-dire que demain, lui, il a un métier où il peut quand même se blesser assez facilement. Demain, il a de l'hospitalisation. Demain, il y a ci, il y a ça. Et ça nécessitait en fait d'aller voir vraiment le forfait hospitalisation. Bon, frais réels, ils font plus, mais vraiment combien on va être remboursé, qu'est-ce qui est pris en charge, est-ce que c'est vraiment mieux que l'autre? Ouais. Ça prend du temps, c'est assez complexe, la comparaison est difficile. Après, c'est un vrai sujet, les mutuelles, parce que je me suis aperçu que j'avais pas mal d'amis qui n'avaient pas de mutuelle, des gens qui sont à leur compte, et j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je compte bien le faire, calculer ce que je paye à la mutuelle et ce qu'elle me rembourse. Je suis vraiment pas sûr d'être gagnant, sachant que pourtant j'ai 3 enfants qui ont des lunettes, je suis dans les appareils dentaires, etc. Et malgré ça, je suis pas sûr d'être gagnant. Donc il faut que je fasse ce calcul-là. Et sachant que la mutuelle, souvent, elle rembourse des soins qui sont pas des soins essentiels. Si c'est la chambre individuelle après une grossesse, etc., c'est pas fondamental. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça vaut pas le coup de faire les économies soi-même et de faire une petite caisse mutuelle si on veut? En tout cas, voilà, je suis pas spécialiste du sujet, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je pense que ça vaut le coup. Et la famille à laquelle je pense, c'est un père de famille qui a 5 enfants, sa femme ne travaille pas, il a pas de mutuelle. Pour l'instant, il a aucune difficulté. J'en ai discuté avec lui, s'il lui arrive un pépin, la Sécu, elle prend quand même les choses graves, elle prend en charge, quoi. C'est en général, c'est plus sur des soins de confort ou c'est. Ok. En tout cas, je pense que le calcul mérite d'être fait. En tout cas, ce que je trouve intéressant là dans ce que tu dis, c'est que c'est toujours intéressant de prendre en charge les choses, c'est-à-dire de pas dire on m'a dit qu'il fallait une mutuelle, qu'il fallait ci ou qu'il fallait là, je m'intéresse. Et c'est un peu la ligne directrice de ce podcast, c'est chacun a la responsabilité aussi de soi-même, de sa famille, de ses choix,
et on ne doit pas se dédouaner. Alors, tout à fait, et je dirais d'autant plus pour des gens qui ont des possibilités d'évolution de carrière et de salaire limitées. En fait, quand on a peu de possibilités d'évolution, c'est-à-dire qu'à un moment, si on veut avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, il va falloir faire des économies. Donc une fois qu'on a donné le maximum dans son boulot, soit on change de boulot, ou alors il faut aller jeter un œil aux dépenses, quoi. Moi, je sais que pour ma part, il y a un moment, il faut que j'arrête de passer trop de temps à faire des économies, puisque moi j'ai la chance d'avoir un travail qui est très... Voilà, mes revenus sont très corrélés à mon travail. Donc à un moment, il faut mieux que je passe 1 heure à vendre, à faire mon travail, et à gagner de l'argent plutôt qu'une heure à essayer d'économiser 3 centimes sur un forfait. Donc voilà, après ça c'est en fonction vraiment de chacun, je dirais. Est-ce que tu te fixes des objectifs financiers ou des petits défis? Par exemple, est-ce que tu te dis je dois épargner une certaine somme par an, je sais pas moi, pour des vacances, pour un beau voyage, pour d'autres choses, Alors, pour des à côté, des restos? Je me fixe aucun objectif. On va dire que par nature, on est économe. Enfin voilà, que les temps soient difficiles ou qu'ils soient faciles, on est toujours économe de la même manière. Et on a de la chance puisque on arrive à faire des économies malgré tout. Après, c'est plutôt en fonction de la vitesse à laquelle les économies se font qu'on va prendre la décision de faire des travaux dans la maison. Après, pour nous, c'est pas tellement les voyages. Nous, la manière dont on dépense l'argent ces dernières années, en tout cas, c'était vraiment la maison. La maison est assez grande. Avec 5 enfants, on a voulu refaire la cuisine, on a fait une chambre supplémentaire. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est notre petit cocon, on va dire, la maison. Elle était l'objet de nos attentions et de nos dépenses, etc. Mais non, d'objectifs réellement, clairement, je m'en fixe pas. Et même, je dirais, c'est même plutôt l'inverse. J'essaye d'apprendre à me détendre et à m'abandonner, puisqu'on va parler un peu de ça, je pense. Après, pour moi, c'est un défaut que j'ai, d'être trop organisé, d'être trop prévoyant et d'être pas assez abandonné. D'autant plus que aujourd'hui, j'ai bientôt 42 ans, quand je me retourne, je me dis que je n'ai jamais manqué de rien, que la providence a toujours été là. Donc en fait, ma façon d'être prudent est parfaitement injustifiée. La seule chose qui peut la justifier, comme je disais, c'est le côté un peu aléatoire de mon travail, mais ça, il ne tient qu'à moi il tient qu'à moi de faire mon devoir d'état, de travailler, de m'investir dans mon travail, et en fait, ça va bien se passer. J'ai cette chance-là aussi. Il y a vraiment un lien assez direct entre mon investissement professionnel et ma rémunération, ce qui n'est pas forcément le cas de chacun. Donc, pour moi, ce que j'essaye de me dire intérieurement, et ce que j'ai du mal à me dire, c'est détache-toi de ton tableau, investis-toi dans ton travail, et ça se passera bien. Pour revenir sur l'abandon, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, et que quand je me retourne, que je regarde derrière moi, je me dis, j'ai aucune raison de pas m'abandonner. C'est pas normal que je sois autant accroché à mon tableau. Au début, ok, un petit peu. Après, la famille s'agrandit, donc je m'y accroche toujours. Et puis les dépenses augmentent parce que les enfants grandissent, donc je m'y accroche toujours. J'ai toujours une bonne raison de m'y accrocher. Mais j'essaye, je fais l'effort de m'en détacher. Comment tu prépares les imprévus? Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure avec Lucie qui te sollicite si jamais au moment tu n'es plus là. Comment tu prépares un peu? Est-ce que c'est par l'épargne, par des assurances vie, par des réflexions que vous avez en commun autour de ces sujets-là? Comment tu fais pour protéger Lucie et les enfants d'un imprévu? Alors, on va dire imprévu à court terme dans la vie de famille, on a des économies. J'ai des économies. Si demain j'ai un pépin, j'ai le temps de me retourner, de rechercher du travail, etc. Ça, c'est le fait que je sois indépendant. Ça signifie que si j'ai un gros pépin de boulot, ce qui peut toujours arriver, mais j'ai pas droit au chômage, etc. Donc je suis obligé d'être un minimum prévoyant. Dans l'immédiat, on a quelques économies. Après, à moyen et plus long terme, alors on a des prévoyants. J'ai des prévoyances. Là, je vais surtout penser si jamais il m'arrive quelque chose, puisqu'on va dire que dans mon schéma familial, c'est Lucie qui est plutôt vulnérable, puisque c'est moi qui assure les revenus du foyer. Donc moi, j'ai des prévoyances, et la manière dont je vois les choses, ce que je dis à Lucie, c'est que d'une part, la maison est très bien située, comme je disais, centre-village, les enfants font tout à pied jusqu'au lycée, les activités, le sport, l'école, etc. Donc déjà, ça donne une certaine autonomie, une certaine souplesse. Et Lucie, en étant infirmière, elle a la possibilité de retrouver du travail assez facilement. Donc entre la possibilité de retrouver du travail facilement, la localisation de la maison, les prévoyances, les économies,
Je dirais qu'à l'échelle de l'humanité, j'ai du scrupule à être un peu aussi prévoyant. Si on se compare à des gens qui n'ont rien dans des bidonvilles, je veux dire, je ressens comme une forme de culpabilité à être aussi prévoyant, même si, pour moi, c'est quand même un devoir vis-à-vis de Lucie, qui est complètement abandonnée, puisque elle se repose intégralement sur moi, donc si je suis pas là, ça va être compliqué quelque temps. Donc c'est un devoir de m'organiser comme ça, mais en même temps, pour moi, la prévoyance, le fait d'avoir une prévoyance, ça va toujours un petit peu contre l'abandon, et il faut arriver à trouver le juste milieu entre être raisonnable et ne pas être trop prévoyant et trop peureux, en fait, de pas arriver à s'abandonner. Ouais, mais je trouve ça beau quand même que tu laisses cette possibilité-là, en fait, d'avoir que sa peine à gérer. Parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent, des femmes ou des hommes, hein, mais souvent c'est des femmes, qui se retrouvent, oui, il y a déjà la peine d'avoir perdu un conjoint, mais il y a ce côté de je ne peux pas prendre le temps de réorganiser ma vie, parce qu'en fait, là, ça veut dire concrètement qu'il y a plus de revenus. Donc, et mes enfants, ils vont continuer de manger tous les jours. Donc, je trouve ça beau aussi d'avoir cette, de prendre quelques temps. Alors après, il faut pas se cacher aussi, il y a quand même il y a un choix, mais il y a aussi une possibilité matérielle. Il y a le fait que le travail marche bien, qui fait qu'on a quelques économies, qu'on peut souscrire à des prévoyances. Il y a le fait qu'on a la chance d'avoir pu acheter une maison en plein centre du village juste à côté de l'école. Tout le monde ne peut pas faire, puisque forcément, on a dû la payer un peu plus cher du fait de sa localisation. Et puis, il y a aussi un autre avantage que je lis à la prévoyance, c'est qu'on a nos familles nombreuses qui sont toutes dans un périmètre de moins d'1 heure en voiture. Donc, s'il arrive un pépin, même humainement, l'un ou l'autre, on n'est pas seul. Parce que, il faut aussi le dire, s'il arrive un pépin à Lucie, certes, je ramène l'argent du foyer, mais la maison, elle s'arrête de tourner et ça va être très compliqué. Ouais. Donc, il faudrait aussi que je m'organise. Donc, oui, voilà, le fait d'avoir les familles dans un environnement proche, ça, pour moi, c'est pas une crainte. Le bon Dieu s'est déjà occupé de tout, en fait. Même si on a eu à faire face à aucun malheur, en tout cas, si je commence à avoir peur pour ce genre de choses, je me sentirais vraiment très très coupable par rapport à des gens qui sont déjà sans aucun parachute, sans rien du tout. Voilà. Ce que je dis souvent dans ce podcast, c'est qu'en fait, la famille, finalement, c'est un peu ta meilleure assurance aussi. Ta meilleure assurance vie. Parce que trouver des gens qui ont envie de s'impliquer émotionnellement avec toi quand t'es au plus bas, qui peuvent t'aider matériellement, c'est souvent ta famille qui fait ça. Parfois des amis, parfois quelques bons amis, mais... Oui, tout à fait. Tout à fait, même si... Nous, c'est vrai qu'avec Lucie, on est assez autonome, on s'est toujours débrouillé tout seul, mais c'est vrai que si un jour on avait des gros pépins, on sait que la famille est là et qu'elle ne nous laissera pas tomber. Et rien que de savoir ça change notre manière d'appréhender le futur, en fait. Même si, on sait très bien que, comme on le fera avec nos enfants, on va pas leur fermer la porte s'ils viennent frapper à cette porte un jour. Est-ce que tu ressens une forme de pression à être le seul revenu du foyer ? Est-ce que si Lucie travaillait, tu vivrais plus sereinement ? Alors, pas forcément. En fait, ça changerait pas grand-chose. Ce qui est important, ce qui joue pour moi, c'est le fait de savoir que Lucie peut travailler. Demain, j'ai un pépin, je sais qu'elle trouve du travail après-demain. Donc le fait qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas change rien. Le fait de savoir qu'elle peut travailler est important pour moi. C'est vrai que si elle avait aucune formation, aucune qualification, j'aurais un peu plus d'appréhension. Mais Et encore, parce qu'elle pourrait très bien aller dans une usine, elle pourrait très bien trouver un travail. Il y a des tas de gens qui préfèrent faire un job alimentaire et pour gagner de l'argent et s'épanouir dans d'autres choses. Et... Alors après, je suis tout à fait d'accord. Après ça, je pense que c'est vraiment différent de chacun. Vraiment la peur qu'on peut avoir du futur, etc. Il y a des gens, vraiment, c'est pas un sujet. Leur sujet, c'est de s'éclater dans leur boulot, etc. Moi, ma passion, mon hobby, c'est ma vie de famille. C'est vraiment ce qui me fait avancer au boulot. C'est le boulot, c'est pour la famille et pas l'inverse. C'est vraiment le boulot pour la famille. C'est vrai qu'on parle beaucoup là on parle de finances dans le ménage et tout, et je pense que ce que j'ai beaucoup dit, c'est que c'est la crainte, la peur, l'organisation, la peur de l'avenir, des aléas, etc. Mais ça, je pense que c'est vraiment propre. Je suis sans doute pas le seul, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont très très différents de moi vis-à-vis du futur et vis-à-vis de l'appréhension du futur. Ouais, pour toi, c'est plutôt une question de tempérament. Ouais, c'est une question de tempérament, et je pense même que la majorité des gens, ils ont moins peur du futur que moi, en étant beaucoup moins prévoyants.
Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça me met une claque. Ça me met une claque quand je l'entends. Je le sais avant même de l'entendre, puisque je l'entends au catéchisme depuis que je suis petit, et que mon attitude extrêmement prudente vis-à-vis de l'avenir, je sais très bien qu'elle va à l'encontre de la foi. Donc je sais que pour moi, c'est un travail du quotidien. Alors après, ça s'estompe aussi avec les années, puisque en vieillissant, les enfants grandissent, ils sont moins vulnérables, le crédit se rembourse, etc. Et puis on se rend compte que finalement, le bon Dieu pourvoit beaucoup de choses, et que ça se passe bien. Donc les craintes que j'avais, jeune marié, quand on a commencé à avoir des enfants, aujourd'hui, elles sont plus faibles, même si les dépenses augmentent bien. Mais c'est vrai que ça change. Ça change. Mais moi, clairement, donc, ces paroles, elles résonnent en moi, je le sais, et c'est un travail du quotidien. C'est un travail du quotidien à faire sur soi, d'autant plus que mon père est pas du tout comme ça. Il est pas du tout comme moi. Il est pas peureux de l'avenir. Il n'a pas cette... peureux, le terme est un peu excessif peut-être, mais il a fait des choix dans la vie, de racheter une entreprise, il a eu une famille nombreuse, il a eu 7 enfants, en ayant beaucoup moins peur que moi. Je pense que s'il avait eu mes moyens matériels au même moment, il avait déjà pas peur. Bon, moi, en tout cas, peut-être que... Oui, mais à côté de ça, c'est vrai que la Bible nous enseigne que la vie, c'est aussi souvent une question de juste milieu. Parce qu'il y a aussi ce passage de la Bible du mauvais serviteur qui revient avec... on lui a donné une graine, je sais pas si... Tu m'arrêtes si... Voilà. On a donné une graine à 3 serviteurs, et il y en a un qui revient, il a fait fructifier oui, la parabole des talents. Voilà. Il y a la parabole des talents. Alors, et l'autre revient, et c'est celui qui est désigné comme le mauvais serviteur, il revient avec sa graine, quoi. Il en a rien fait. Alors, pour me déculpabiliser, ce que je me dis, c'est que ma façon d'être économe et d'être craintif du futur, c'est pas est-ce que je vais avoir les moyens de me payer tel objet high-tech ou faire tel voyage. En fait, quand je suis craintif du futur, moi, c'est uniquement pour subvenir aux besoins de mes enfants, en fait. Donc, j'essaye de me dire que finalement, c'est une forme d'altruisme. Mais je pense que l'évangile va plus loin, et il nous demande pas uniquement dans les biens matériels, mais dans tout, de vivre l'instant présent, de s'abandonner, voilà, de pas amasser pour amasser, quand bien même ce serait pas dans une quête de pouvoir, dans une quête si c'est par crainte, je veux dire, cette crainte-là, je pense qu'il faut vraiment s'en affranchir. Voilà, ça c'est la théorie, hein. C'est pas du tout ce que je fais, mais... Et justement, on va parler de ta foi. Est-ce que ta foi t'aide à vivre cette responsabilité différemment ? Est-ce que tu penses que si t'avais pas la foi, tu te poserais toutes ces questions par rapport à l'abandon, ou est-ce que tu te dirais seulement, voilà, je suis comme ça, je suis un peu stressée de l'avenir, c'est pas grave. Est-ce que tu vivrais mieux, peut-être ? Est-ce que tu prendrais moins à cœur cette responsabilité ? J'en sais rien. Probablement, je prendrais moins à cœur cette responsabilité. Certes, l'évangile nous enseigne de nous abandonner. Et après, il y a aussi quelque chose, indépendamment de la foi, le fait d'avoir trop peur, finalement, on vit plus, on oublie de profiter de l'instant présent, on économise. Ça n'a plus de sens. Donc, c'est sûr que la foi m'aide, et que je pense que c'est une bonne boussole, le fait de se dire, voilà, il faut s'abandonner. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très beau et de très sain dans l'évangile à ce sujet. Mais je sais pas, c'est difficile de savoir comment j'agirais sans la foi, c'est extrêmement difficile même. Je sais pas. Parce que c'est vrai que je pense avoir organisé plus ou moins toute ma vie autour de la foi. Je sais pas, est-ce que j'aurais une famille aussi nombreuse, parce que finalement, le fait d'aimer les enfants, d'aimer passer du temps avec eux, la vie de famille, c'est quelque chose qui peut être aussi indépendant de la foi, enfin, je sais pas. Donc, oui, qui peut être indépendant de la foi, mais qui peut être aussi lié à une confiance en Dieu, à une confiance dans la providence, qui fait que voilà, on accueille aussi. Ça peut être, c'est certainement lié de toute façon. Oui, tout à fait. Est-ce que pour toi, la prudence et la prévoyance, c'est une forme d'amour ? Est-ce que tu penses qu'on peut être père de famille, ne se soucier de rien, et être dans l'amour des siens, dans ta conception à toi ?
Je dirais que la prévoyance, si on pense à ce que je pourrais mettre en place pour que Lucie ne manque de rien s'il m'arrive un pépin, c'est une forme d'amour. C'est-à-dire que je vais me priver aujourd'hui de choses pour que le jour où je suis plus là, Lucie puisse être tranquille ou puisse être aidée. Donc dans ce sens-là, je dirais que c'est une forme d'amour. Après, ça peut être nocif, parce qu'à vouloir être trop prudent, trop prévoyant, on peut pourrir la vie de tout son entourage. J'essaye vraiment de pas le vivre comme ça, et même ça nous arrivait plusieurs fois d'avoir des petits pépins matériels. Et ça, pour le coup, je suis très relax avec ça. Le pépin matériel, quelque chose qui se casse, un accident de voiture et tout, à chaque fois que ça nous arrive, je me dis, mais en fait, j'ai organisé ma vie pour ne pas subir ce genre d'événements qui arrivent de toute façon. Voilà. Donc pour ce genre de choses... L'accident de voiture, oui, voilà, c'est triste, c'est s'il y a quelque chose de corporel, mais la voiture, c'est la voiture. Dégâts matériels, voilà, on perd quelque chose qui a de la valeur, ou on casse quelque chose qui a de la valeur, bah en fait, souvent Lucie vient me voir, parce que c'est moi qui suis un petit peu le responsable des comptes, elle vient me voir embêtée, et c'est toujours moi qui la détend. C'est moi qui la détend, qui lui dit, mais Lucie, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, regarde, on a tout prévu, entre guillemets. On a fait en sorte que. Donc ça, je suis plutôt celui qui détend. Oui, on pourrait... Enfin, pour moi, on peut voir la prévoyance comme une forme d'amour, finalement, parce que ça permet de passer des épreuves plus facilement. Voilà, il faut juste pas tomber faut pas que ce soit maladif, quoi. Quand on pense à celui qui pourvoit aux besoins de la famille et du foyer, on pense souvent à une responsabilité masculine. Toi, tu as 4 garçons. Est-ce que tu veux leur transmettre cette idée qu'un homme doit être capable de porter sa famille matériellement ? Alors, j'ai 4 garçons et une fille. J'assure les revenus du ménage. Et que ce soit mes parents étaient dans le même schéma. Ma mère était mère au foyer et mon père bossait. Et c'est la même chose dans ma belle famille. Donc j'ai vraiment... Et Lucie et moi, on a vraiment des schémas identiques, assez ancrés en nous. Pour autant, je pense que le monde change énormément. Il faut savoir ce que chacun veut et ce dans quoi on s'épanouit. Je laisserai vraiment mes enfants très très libres. Parce que c'est vrai qu'en épousant Lucie, moi je savais ce dans quoi elle s'épanouissait, je savais on avait déjà pas mal discuté, le fait d'être mère au foyer, elle n'avait pas de plan de carrière particulier, etc. Donc finalement on s'est bien trouvé et voilà, ça collait bien. Mais ça correspond à nos tempéraments. Si demain un de mes enfants, parce que tu parles de mes garçons pour le schéma paternel, mais si même une de mes filles, je sais pas, se passionne pour un métier qui est beaucoup plus prenant et qu'elle veut épouser un mari, enfin voilà, peu importe, mais dans un schéma complètement différent, pour moi, vraiment, je les laisserais très libres. Je les mettrais éventuellement en garde sur la complémentarité, parce que ça, je pense que c'est vraiment important, sur les sacrifices que ça peut éventuellement engendrer, parce que personnellement, il y en a que je suis pas prêt à faire. Il y a des sacrifices, notamment le fait de pas voir mes enfants grandir, parce que on bosserait tous les deux, qu'il faudrait courir à droite à gauche tout le temps chez la nounou, à la crèche, etc. Moi, ça, je n'en voulais pas. Donc, je les mettrais éventuellement en garde sur le fait que c'est un schéma qu'ils ne connaissent pas et qu'il faut qu'ils en aient conscience. Parce que voilà, ils ne savent pas, ils n'ont pas été à la crèche ou très peu, et donc ils connaissent pas. Mais une fois quand je dis les mettre en garde, c'est leur ouvrir les yeux. C'est pas leur dire attention, c'est pas bien. C'est vraiment qu'ils aient pleinement conscience de ce que ça suppose. Et puis après, je les laisserai pleinement libres. Moi, pour ma part, j'ai une enfance heureuse. J'ai beaucoup vu mes parents et ça m'a plu. Et en fait, j'ai eu envie de reproduire ce schéma. Mon objectif dans la vie, c'est mes enfants, ma femme, ma vie de famille. C'est ça qui me rend heureux. C'est de passer du temps avec eux. C'est tous ces moments-là. Donc, pour moi, c'était essentiel. J'espère que mes enfants auront une enfance heureuse. Enfin, peut-être que même avec une enfance heureuse, avec ce schéma-là, ils voudront faire différemment et peut-être qu'ils penseront qu'ils pourront être heureux différemment. Tu mettras pas plus la pression sur tes fils que sur tes filles, sur la dimension financière, subvenir aux besoins. Non. Pour moi, ils auront leur vision du monde. Il faudra qu'ils aient tous des métiers, par exemple. Tu disais tout à l'heure, toi, ça te rassurait que Lucie ait un métier. Parce que des fois, il y a un peu cette image de on attend les filles, il faut pas qu'elles fassent d'études, c'est pas grave, il faut pas qu'elles fassent... Mais en fait, moi, la plupart des
personnes que j'ai reçues dans ce podcast et qui sont mères au foyer, elles ont des métiers. Marion est sage-femme, Lucie infirmière, Claire infirmière, elles ont des métiers. Oui, donc, oui. Oui, moi c'est sûr que je les inciterais je les inciterais de toute façon. Pour moi, ça c'est un peu une évidence parce que, alors on peut se marier à 18 ans, ça arrive. Dans ce cas-là, est-ce qu'on commence tout de suite à avoir des enfants ou est-ce qu'on poursuit ses études? Bon, c'est un sujet. Mais si on se marie un peu plus tard, ce qui est plus fréquent, avant il faut bien gagner sa vie, il faut bien faire quelque chose de sa vie. On ne sait pas si on va se marier ou pas. Hein. On peut voir les années passées, ne pas se marier, auquel cas il faut bien avoir un métier. Donc pour moi, avoir des qualifs, un métier, une formation, pour moi c'est un peu une évidence. Et pour ta fille, si demain elle revient et qu'elle te dit par exemple je veux être femme au foyer mais mon mari ne veut pas. Il veut pas parce qu'il veut pas porter seul cette responsabilité-là. Quel regard tu porterais là-dessus? Pas forcément ce que tu lui dirais, mais toi dans ton fort intérieur sur le fait qu'il ne veuille pas lui pourvoir matériellement. J'espère pouvoir lui en parler, si c'est le cas, avant qu'elle se marie. Parce que pour moi, ça fait partie vraiment des questions fondamentales. C'est qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous motive. S'il y en a un qui a un plan de carrière bien précis, qui aime bien voyager, prendre du temps pour lui, etc., que l'autre, il a un schéma plus classique, on va dire plus traditionnel, familial, etc., plus ancré, plus casanier, etc., ça va pas bien se passer. Donc moi, je mettrais plutôt en garde, oui, je sais pas si c'est le bon mot, mettre en garde, parce qu'on met en garde contre des risques, mais voilà, sur des inadéquations, sur un manque de communication avant le mariage. C'est vraiment avant le mariage qu'il faut se discuter, se mettre d'accord sur ce qu'on veut. Donc voilà, Oui, mais des fois, t'as des jeunes filles qui ne se rendent pas compte des envies qu'elles auront peut-être en étant mères. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quand parfois, t'as des gens qui pensent qu'ils vont faire carrière. Moi, j'étais très dans ce schéma-là, avec une envie d'une carrière. Et quand tu rencontres quelqu'un, quand tu commences à te projeter, alors moi c'est arrivé avant d'avoir des enfants, mais je pense qu'on peut, t'as des jeunes filles qui peuvent arriver, enfin des femmes après quand elles sont mariées, quand elles ont leur premier enfant, qui peuvent avoir des envies qui changent quoi. Tu vois, ou comme Lucie par exemple, vous aviez déjà 2 enfants au moment où elle a choisi de s'arrêter. Bon, tu disais que toi tu savais déjà, elle t'avait déjà dit que. Oui, alors en fait, avec Lucie, bon, c'était évident, on était tous les deux de familles nombreuses, on avait envie d'avoir des enfants. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais la pression un petit peu parce que je gagnais plus modestement ma vie et qu'il y a des questions qui allaient se poser. On n'aurait peut-être pas pu avoir 5 enfants à cette époque-là, ça aurait été plus difficile en tout cas. Moi, oui, pour mes enfants, tout ce que je pourrais leur faire, c'est leur ouvrir les yeux et leur faire se poser les bonnes questions pour qu'ils prennent les bons choix, pour qu'ils fassent les bons choix avec le plus d'éléments possible, le plus de données possibles. C'est sur quoi il faut que je fasse attention, c'est que je me rends compte qu'ils ont une enfance assez particulière. Ils rentrent entre midi et 2 à la maison. Ils ont une mère très présente et même un père très présent. Et c'est pas la norme aujourd'hui. C'est clairement quelque chose qui est plutôt même dehors de l'exception, et donc qu'ils en aient bien conscience pour qu'ils puissent faire les choix qu'ils auront envie de faire plus tard. Sachant que tout choix nécessite des renoncements, des sacrifices, donc il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est ce que je leur dis toujours à mes enfants. Choisir, c'est renoncer. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu dirais à un père de famille qui est inquiet de porter seul cette charge financière pour permettre à sa femme de travailler moins ou de ne plus travailler à l'extérieur? Alors, donc là, je vais parler théoriquement, parce que je suis pas du tout dans ce schéma pour ma part, mais en fait, je pense qu'on peut s'abandonner bien plus qu'on le croit. Et en fait, si on veut avoir une famille, si on veut même avoir une famille nombreuse, en fait, je pense qu'on peut bien plus qu'on ne l'imagine. Souvent, on se dit, mais la vie est tellement chère. Ce qui est vrai, la vie est chère, surtout le logement aujourd'hui, mais on s'impose des dépenses que nos parents n'avaient pas. Je pense au high-tech, je pense aux abonnements, ce genre de choses. On dépense de l'argent que nos parents ne dépensaient pas, c'est clair et net. Et je pense que ce qui nous rend profondément heureux, c'est la famille et les enfants. C'est un de mes amis qui m'a fait ouvrir les yeux là-dessus, parce que je lui faisais part de mes peurs à l'époque où j'avais 1 ou 2 enfants. Il m'a dit, non mais Cyril, tu te trompes, tu n'imagines pas à quel point tu as la décision entre tes mains. Et
je pense qu'on peut faire beaucoup. On a beaucoup de liberté, même aujourd'hui où les temps sont plus difficiles, la nourriture coûte plus cher, etc. Je pense qu'on peut vivre heureux avec une famille et pas grand-chose. Voilà, moi j'ai plutôt vécu dans un confort matériel, et je pense que sans ce confort matériel, on peut être très heureux. Mon frère aîné en a fait l'expérience quand il a poursuivi ses études. Il a arrêté son métier pour faire une formation supplémentaire pendant 1 an. Il a vécu dans un quasi HLM avec 4 enfants. Il était heureux. Il savait que c'était temporaire, etc. Mais il a fait un choix assez fort. On ne sait jamais de quoi. Voilà. Est-ce qu'il allait retrouver un boulot derrière et tout? Tout s'est très bien passé. Il s'est bien démené, etc. Mais il a fait vraiment un choix important et il était heureux. Voilà. Et Lucie et moi, quand on a commencé dans la vie, on avait un train de vie assez modeste. Et je me rends compte qu'en fait, voilà, moi, ce qui me rend heureux, ce qui m'épanouit, c'est la vie de famille. C'est quelque chose qui est vraiment, qui est profond, qui est durable. Et donc, je pense que sacrifier un salaire ou sacrifier une part de revenu, on va dire, si on l'estime nécessaire parce qu'on va avoir une famille nombreuse, je pense que ça vaut le coup. Eh ben, merci. Merci Cyril d'être venu nous porter ce message d'espoir, cet attachement à la famille. Et puis aussi de montrer que en toute chose, il est bon de s'interroger sur sa posture. Finalement, être économe et prévoyant, c'est une bonne chose. Il ne faut pas d'excès, et dans l'autre sens non plus. Alors, si je peux me permettre d'ajouter un mot, vraiment ce que j'ai dit, pour moi, c'est vraiment un témoignage d'une expérience qui est la mienne, et en aucun cas une parole, voilà. En fait, on touche à des sujets tellement sensibles. La vie de couple, chaque couple est très très différent. Ça touche à l'argent, donc ça touche à des sujets très très sensibles, et je pense que chacun, en fonction des situations, va s'organiser différemment. Il n'y a vraiment pas de recette. Maintenant, si des gens, en écoutant mon témoignage, trouvent que certaines choses sont intéressantes, je serais heureux pour eux. Mais voilà, je veux pas que mon témoignage soit pris comme une parole d'évangile. Voilà. C'est tout l'objet de ce podcast. C'est de dire, dans les témoignages, il y a des choses qu'on peut prendre, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre. En tout cas, on peut tous nourrir ces réflexions. C'est toujours impossible d'adhérer pleinement à un discours ou de le transposer à sa vie. Mais en tout cas, ça vaut toujours le coup de se poser des questions. Et des fois, ça peut aussi être nécessaire de faire taire certaines peurs et de pas toujours écouter sa peur de dire ah oui, mais si je mise tout sur la famille, voilà. C'est plutôt ça. Ok. Voilà. Bon, merci. Merci Alicia. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram traditionnel-8 podcast, et je vous donne déjà rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt sur Traditionnel.